Bonjour à tous, à toutes qui êtes déjà connectés. Vous m'entendez correctement? Bien, je propose qu'on attende encore une petite minute. De nouveaux participants sont en train d'arriver. Bon, je propose de démarrer, ça va faire venir les retardataires. Euh, de nouveau, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être inscrits et de participer à cette masterclass consacrée à l'intelligence artificielle appliquée au métier de la gestion de patrimoine et dans un contexte, un cadre respectueux des consignes du RGPD et de la protection de l'intimité des données de vos clients et de vos activités. La manière dont ça va se dérouler, ça va être principalement donc sur 1h30, coupé en trois principales parties. Tout d'abord, on ressent le besoin quand même de revenir sur un certain nombre de définitions, d'explications, de découpage en fait de ces différentes typologies d'intelligence artificielle, de rappeler également, au-delà de ces définitions, quelques règles de bonne pratique et de déontologie dans l'utilisation de cette intelligence artificielle, ainsi que le périmètre de ce qu'on va faire aujourd'hui et de ce qu'on ne fera pas, puisque du coup, on a décidé d'appliquer sur 1h30, qui est assez court, une mise en pratique ciblée sur l'exploration des fichiers, l'exploration des données qui peuvent être utilisées par le conseiller en gestion de patrimoine dans le cadre de la préparation de ces dossiers clients. Ensuite, on consacrera 45 minutes à regarder concrètement comment rédiger des prompts, les reformuler, tâtonner parfois pour trouver la bonne formulation qui permettra d'obtenir les résultats pertinents, pas à pas, avec différents cas d'usage qu'on va passer en revue, de la conformité à la recherche, en passant par des calculs, de manière à ce que vous puissiez vraiment toucher du doigt comment est-ce qu'on les formule. Pour un certain nombre d'entre vous, probablement, il y a déjà une expérience de l'intelligence artificielle, soit au travers d'outils gratuits, soit au travers des abonnements qui sont proposés entre 20 et 100 euros par les différents éditeurs. Ça permettra d'aller peut-être confronter avec ce que je vous montrerai votre propre expérience ou de découvrir des choses nouvelles. Et puis une fois qu'on aura fait ça, la troisième partie, on va la consacrer à voir comment vous pourrez capitaliser sur cette masterclass pour pouvoir utiliser concrètement ces pratiques qu'on a passées en revue, notamment pour anonymiser les fichiers et les données que vous fournissez à vos outils d'IA, caviarder des fichiers par exemple. Tout le monde ne sait pas le faire, donc je montrerai rapidement en quoi ça consiste, comment ça marche et comment on sécurise le retrait des données qui permettent d'identifier quelqu'un, un client. Et puis, comment réutiliser les prompts d'un simple copier-coller en quelque sorte pour l'appliquer dans un cadre différent, ChatGPT, Perplexity ou Gemini. Je propose qu'on démarre donc tout d'abord par quelques éléments de définition de ce qu'est l'IA dans cette première partie. Euh, Tout d'abord, le point qui est important, c'est que une intelligence artificielle fonctionne avec des modèles de langage, des modèles d'interprétation du texte, de la parole, disons, au niveau linguistique et au niveau sémantique. Toutes les IA utilisent des modèles de langage qui sont des convertisseurs
de ce que nous, humains, nous disons en éléments interprétables du calculatoire, par des algorithmes et des traitements probabilistes. On a des modèles différents, vous en avez entendu parler, des modèles dits larges, par exemple les modèles dits LLM, Large Language Modeling, des modèles qui sont small language, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus centrés sur des cas d'usage fermés, sectoriels ou liés à un métier ou à un besoin précis, et qui peuvent être nano ou mini, donc selon le niveau de précision et de recentrage qui est donné à ce modèle. Et ensuite, l'interaction entre l'humain et la machine passe par ce qu'on appelle le Natural Language Processing, NLP, qui est un moyen de dialogue qui interprète les phrases que nous construisons sous une forme interprétable par la machine. Ces phrases peuvent être rédigées de manière écrite ou peuvent être orales. Lorsque, par exemple, on demande à Siri et qu'on donne à Siri une instruction, le texte qui est retranscrit provient du vocal. Et symétriquement, nous pouvons obtenir une restitution vocale d'un texte écrit fait par la machine. Ces modèles de langage, ils permettent à partir de là à l'humain d'interagir avec ces modèles, avec ces intelligences artificielles. On a tout d'abord, et vous la connaissez probablement, c'est la plus récréative, celle qu'on appelle l'IA générative. Elle utilise des modèles larges pour créer des contenus créatifs, des images, des vidéos, des morceaux de musique. On a joué, on a fait notre propre morceau de musique Trizy, des vidéos, des textes, etc. Pour générer ces contenus, le LLM doit se nourrir d'un nombre très 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 conséquent de données, de conversations passées et de résultats obtenus, de manière à pouvoir gagner en pertinence. Le sujet, c'est que lorsque ces modèles sont très profonds et qu'on lui demande par exemple de générer l'image d'un comité de direction du cabinet de conseil, parfois les images sont restituées avec des erreurs. Avec, par exemple, on a eu pendant quelques temps, ça s'est un petit peu corrigé, des personnages qui avaient des mains très déformées parce que la manière de reconstruire ces images n'était pas suffisamment pertinente. Donc, en fonction du type de prompt, donc de requête que l'on va réaliser, et du type d'IA générative qu'on va utiliser, il faut être parce qu'on peut avoir un certain nombre de déformations, d'hallucinations ou de divergences qui sont indésirables, qui peuvent être d'ailleurs difficiles à détecter, c'est-à-dire que l'IA va être très affirmative pour dire ouais, il s'est passé ça dans l'histoire de France, par exemple, alors qu'en réalité, c'est une invention de sa part. Donc le fact-checking, le croisement de résultats est très très important dans ce contexte d'IA dite générative. Un deuxième cas d'application, qu'on appelle l'IA prédictive, elle a pour vocation de pouvoir anticiper des résultats futurs à partir de l'observation d'historiques, donc de tendances existantes et passées. Les cas d'application les plus typiques concernent par exemple les diagnostics médicaux, l'analyse de risques financiers, les prévisions de trafic, de circulation. Ça s'appuie sur une très grande base de données qui s'enrichit au fil du temps et la modélisation, évidemment, tient compte de ces tendances et de ce qui s'est passé préalablement, à ceci près que lorsqu'on a des événements totalement inopinés ou inédits, l'IA prédictive aura du mal à les prévoir. Donc, des règles de comportement, par exemple sur l'apparition de risques de cancer, ce genre de choses donne de très bons résultats avec des IA prédictives très puissantes. Le troisième type d'IA, c'est celui qui va nous intéresser, on l'appelle le LLM à RAG. RAG pour Retrieval Augmented Generation, c'est de la génération de contenu, de texte et de résultats à partir du contexte trouvé dans des documents ou dans des bases de données. Donc ça consiste à extraire et analyser des informations à partir de sources, qui peuvent être donc ces fichiers, une image, un rapport annuel d'entreprise, etc. D'établir à partir de là des règles de comportement, c'est-à-dire sur la manière d'interpréter ces informations, donc d'enregistrer ce qu'on appelle des métadonnées qui vont être utilisées plus tard par le moteur pour retrouver facilement les informations. Et lorsqu'on l'applique, ce modèle d'intelligence artificielle à un secteur d'activité donné ou à une typologie de besoin, par exemple directeur financier, responsable marketing ou dans un secteur de type courtage de crédit, on peut obtenir d'excellents résultats puisque le RAG va être entraîné avec des données qui sont typées et qui sont fermées.
on a beaucoup moins d'hallucinations, voire pas du tout. On peut avoir des divergences ou des faux positifs parfois, mais globalement, les résultats vont être vraiment excellents lorsqu'ils sont appliqués à ce type de secteur d'activité. Et puis, enfin, on a une catégorie qu'on appelle l'IA agentique, qui consiste en fait à créer des enchaînements automatiques et autonomes de traitement par l'intelligence artificielle ou par plusieurs intelligences artificielles pour fournir un résultat. Donc on a un processus de travail qu'on souhaite mettre en place, par exemple alimenter automatiquement l'agenda de rendez-vous à partir de différentes sources d'informations qui peuvent être des sollicitations sur les réseaux sociaux, par email ou directement sur un point de vente. Et l'agent ou les agents d'intelligence artificielle vont pouvoir de manière autonome chaîner logiquement ces traitements. Donc on trouve par exemple des outils comme N8N euh, ou Copilot dans Microsoft qui peuvent enchaîner toute une série de traitements logiques. Celui qui fait le plus parler de lui en ce moment, c'est Claude Cowork, qui permet effectivement d'associer différentes formes d'intelligence artificielle les unes avec les autres. La masterclass qu'on fait aujourd'hui, elle va se concentrer sur le RAG pour aller prompter, explorer et obtenir des résultats pertinents sur du contenu situé dans toute la richesse documentaire et la richesse de données que vous pouvez avoir lorsque vous traitez vos dossiers clients. Le sujet IA agentique pourra être traité ultérieurement, mais il ne fait pas partie du périmètre puisqu'il englobe en fait des branchements sur des outils que vous avez déjà, des outils bureautiques, votre boîte à Outlook par exemple, couplé avec un outil de CRM de type Odoo ou HubSpot, couplé à une base de données client pour produire toute une série de résultats. Donc c'est disons, ça nécessite un traitement un peu plus intimiste, puisqu'il faut border les risques d'exfiltration de données ou de comportements non maîtrisés de ces agents. Pour ce qui concerne le cas d'application qui nous intéresse aujourd'hui, nous, on considère que l'IA peut avoir deux philosophies de travail. On l'a présenté sous la forme d'un iceberg avec une partie émergée et une partie immergée. La partie émergée, celle que vous connaissez probablement tous, l'IA générative grand public, elle utilise des données publiques qui sont disponibles sur le web et fournies par l'ensemble des utilisateurs qui, au travers de l'utilisation de cette IA, alimentent en réapprentissage les modèles qu'ils utilisent, par exemple ChatGPT, Perplexity, et ces données, elles sont donc susceptibles de réapparaître dans des réponses qui seront fournies par le LLM pour d'autres utilisateurs. Donc évidemment, il convient d'utiliser des données qui ne sont pas sensibles ou confidentielles ou personnelles au sens RGPD. On peut avoir des IA génératives sectorielles, par exemple Fidgen AI, que vous connaissez probablement et qui s'intègre dans un nombre croissant d'outils de CGP comme Wizio ou Wellscom, s'appuie sur des données internes qui sont rendues anonymes, par exemple le profil de l'investisseur, sa sensibilité au risque ou l'analyse risque-rendement qui a été faite par le conseiller en patrimoine et va sur cette base-là, de manière anonyme, aller chercher la meilleure allocation d'actifs qui est possible et qui sont donc des données externes ou fournies par des producteurs tiers, partenaires du cabinet de CGP, pour définir des scénarios de pertinence d'investissement. Donc là, c'est de l'outside in, au sens où ces données externes qui proviennent des producteurs vont venir à l'intérieur de vos traitements, de vos process et de l'exploitation de vos données. On a par ailleurs, et on l'appelle plutôt inside out, c'est-à-dire j'explore des contenus confidentiels qui sont chez moi et que je ne veux absolument pas partager ou exfiltrer vers l'extérieur, et je le ramène sous mes yeux. Donc, je voudrais pouvoir explorer ce qui est dans ce coffre, en quelque sorte, et en tirer parti, obtenir du retour sur investissement. On a une typologie intéressante qui est l'IA d'automatisation de traitement, de processus, notamment dans le domaine du marketing. Ça vous permet de générer, par exemple, des emails et des campagnes en créant de manière générative des images ou des animations et un contenu, du texte, etc., d'y injecter des données qui sont votre base CRM sur le ciblage de clients ou de prospects que vous souhaitez relancer. Et l'IA va se charger de packager et de mettre en place l'intégralité de ce traitement sortant en suivant les taux de retour, etc. Typiquement, on trouve dans ce genre de solutions Copilot, Airtable, etc.
Et puis enfin, on a une dernière catégorie d'IA exploratoire qui doit être cloisonnée, c'est-à-dire que les traitements qui sont faits ne doivent fournir aucun réapprentissage vers l'éditeur de l'algorithme ou des solutions qui sont proposées. Ça doit être cantonné et maîtrisé. Ça permet d'avoir un traitement conforme à un certain nombre d'exigences, notamment dans des métiers réglementés, qui sont les métiers d'avocat, de courtage de crédit, de conseiller en patrimoine ou de family office, de banque privée. Là, nous, on considère que notre solution, Trizy, elle rentre dans cette catégorie et on va utiliser comme socle notre outil pour vous montrer comment prompter, mais finalement, ces prompts, on peut les utiliser aussi dans d'autres contextes, y compris sur la partie émergée de l'iceberg, sous certaines conditions. On trouve également des acteurs français et de belles pépites comme Smart Tribune, par exemple, qui fait du traitement de cas de réclamation client à l'intérieur des bases de connaissances de compagnies d'assurance, par exemple, ce genre d'acteurs. Il y a des avantages et inconvénients à chacune des deux formules, bien sûr, hein, d'utiliser l'outside in ou d'utiliser inside out. Euh, L'essentiel des avantages d'avoir une approche outside in, c'est de pouvoir avoir des usages très simples, peu engageants, parfois même gratuits, pour avoir une base immense de contenu, pouvoir très rapidement accéder à une synthèse d'un grand nombre de textes sur des sujets de société, sujets historiques, des sujets scientifiques, des sujets réglementaires, avec le risque quand même d'avoir des hallucinations, voire même que l'IA en question soit trollée, c'est-à-dire qu'elle soit trompée par un grand nombre d'utilisateurs qui cherchent à détourner le sens et la compréhension qu'elle a de certaines données qu'elle analyse. Et puis, c'est par ailleurs la porte d'entrée à des cyberattaques, c'est-à-dire à injecter du code malveillant dans des prompts. Et notamment, on y reviendra, on a des cas de figure tout récents, y compris sur des abonnements payants, qui sont payés dans ce premier niveau de service, comme je vous le disais, avec des abonnements entre 20 et 100 euros par mois. Dans le cas d'une IA inside out, on peut rechercher et explorer des contenus sous une forme productiviste. On peut obtenir des services qui sont proches du rôle d'un assistant personnel pour le quotidien, pour vérifier, par exemple, la complétude d'un dossier, s'assurer que les pièces qui sont fournies sont valides, sont lisibles, etc. Mais finalement, on a besoin de l'intégrer chez soi. C'est très orienté autour de la productivité et de traitement, et c'est pas du tout, ou très très peu, disons, inventif. Et donc, ça nécessite un complément avec une IA générative plus orientée sur la créativité lorsqu'on en a besoin, par exemple, pour des actions marketing ou d'animation de community manager. Ce que ça signifie, c'est que ce n'est pas une approche contre l'autre. C'est plutôt pour un bon artisan d'avoir les bons outils pour travailler. Un bon artisan, il a besoin d'un marteau, d'un tournevis, d'une clé. Voilà. Il a besoin d'avoir les bons outils pour travailler. Eh bien, l'IA, de plus en plus, pour le professionnel, ça nécessite de regarder là où chacune apporte la meilleure qualité de prestation et de le compléter. Ça ne va pas sans être attentif sur des sujets notamment de protection. Là, l'objectif de cette masterclass, c'est aussi de sensibiliser sur la manière d'utiliser des données confidentielles, par exemple des avis d'imposition de clients, les bulletins de salaire, toute une série de documents, les attestations de propriété notariale. Euh, Tous les outils d'IA ne sont pas adaptés pour pouvoir faire ces analyses. En tout cas, pas à n'importe quelle condition et pas avec des données en clair. Et donc, nous avons fait le choix de vous montrer, bien sûr, des données et des fichiers témoins, en quelque sorte, ou spécimens que nous avons rendus anonymes, de manière à protéger la confidentialité de ces informations, mais ce sont des vrais documents de vrais CGP ou de vrais courtiers, mais qui permettent de montrer toute la puissance de ce qu'on peut tirer quand on prompte avec une IA LLM RAG, donc exploratoire, et l'ensemble de ces compétences, de ces bonnes pratiques que vous allez découvrir ou affiner, vous pourrez les réutiliser avec d'autres outils d'IA sous certaines conditions d'abonnement, de vérification contractuelle préalable et de protection de ces fichiers. Euh, il faut être prudent parce que malgré tout ce qu'on peut se dire sur le fait qu'on passe un accord payant,
avec un éditeur d'intelligence artificielle. Et donc, contractuellement, dans les conditions générales de vente, etc., il est prévu un certain niveau de protection. On n'est pas toujours assuré du respect de ces engagements. D'abord, il faut bien avoir conscience d'une chose. J'insisterai pas trop sur le sujet de la souveraineté parce que c'est un sujet inépuisable. Et la souveraineté, d'abord, quand on est un client canadien, la souveraineté, on la voit à l'aune de sa situation de client canadien et pas français. Quand on est suisse, la souveraineté, on la perçoit de manière différente. Ce qui est certain, c'est que les dispositions d'extraterritorialité que les États-Unis ont adoptées pèsent lourd dans le risque d'exfiltration de données à l'insu des utilisateurs. L'utilisateur, le premier, c'est le conseiller en patrimoine. C'est le professionnel qui a pris l'abonnement, qui utilise l'IA pour explorer ses contenus. Et les contenus qu'il explore, ce sont des documents et des données qui appartiennent au client final, qui sont les justificatifs qui sont fournis, y compris les diagnostics qui sont produits. Tout ça recense un nombre incalculable de données qui sont précieuses, confidentielles, et dont l'exfiltration pourrait nuire à ce client, en particulier quand il s'agit de personnes politiquement exposées ou de dirigeants d'entreprise. Quand on sait que, en fait, l'Europe pèse peu dans l'IA, on a évidemment notre champion français Mistral, mais sur les 28 LLM les plus utilisés dans le monde, on n'en a que 14% qui sont européens. Autant dire que la statistique est dérisoire. Et l'Europe représente 2% des brevets d'IA accordés dans le monde, versus 20% pour les Américains, 61% pour la Chine. Donc il va sans dire que l'utilisation d'outils américains, a fortiori de type DeepSeek ou autres provenant de Chine, crée un risque très fort d'exfiltration de données à l'insu des utilisateurs. La deuxième chose qui est importante à avoir autour de la protection, c'est que l'IA est un facteur aggravant, accélérateur, facilitateur de cyberattaques. Non seulement parce qu'elle peut induire des failles de sécurité, même si la manière dont elle est utilisée est, disons, éthique ou en tout cas euh, euh, convient à l'objectif qui était fixé, mais aussi parce que l'IA générative devient une arme qui permet d'organiser des rançongiciels ou des fuites d'informations. On a par ailleurs pas mal d'exemples autour de l'IA agentique. Je prends un exemple ici qui est celui de Copilot dans Microsoft, ou pas plus tard en décembre 2025, Copilot était victime de prompt engineering, d'injection de prompts malveillants qui circulaient via la suite Outlook et Exchange et donnaient des instructions et des commandes d'exfiltration à bas bruit d'informations qui étaient dans le SharePoint, le OneDrive des utilisateurs. Microsoft s'en est rendu compte et a corrigé le tir, mais c'est pour vous dire que même chez les très très grands acteurs, ce risque de faille, de fuite à bas bruit existe dans l'IA agentique. Je prends un deuxième exemple qui est de la même période et encore tout début février 2026, on a eu des exemples avec Claude, une exfiltration, une faille de Claude dans l'exploration de Google Agenda qui permettait d'accéder à l'ordinateur, à l'ensemble des données et d'exfiltrer un certain nombre d'informations de manière malveillante. Enfin, quand on branche des agents sur différents outils internes, il faut s'assurer que ça répond bien à une politique informatique voulue et maîtrisée. Or, quand on est un CGP indépendant, on utilise les services d'un- j'appelle ça un homo micro, un prestataire informatique et bureautique qui vous aide à paramétrer votre suite bureautique, vous branche votre photocopieur multifonction, etc. Il n'a pas forcément les compétences pour s'assurer qu'il ne s'agit pas de ce qu'on appelle du shadow AI, c'est-à-dire en fait une IA masquée dont on ne maîtrise pas le comportement et la portée. Donc il faut quand même être vigilant et peut-être consulter des spécialistes en installation informatique et en protection pour bien s'assurer que c'est fait de manière, disons, orthodoxe. Le deuxième sujet important de prudence à avoir dans ce préambule, puis après on passera au vif du sujet, c'est le traitement avec déontologie. Parce que les données utilisées par l'IA, elles doivent être collectées de manière légale. Lorsqu'on se procure des informations, par exemple, sur un prospect,
avec qui on est en contact et que l'on souhaite évidemment onboarder comme nouveau client du cabinet, on peut se procurer toute une série d'informations publiques, publiées par ce prospect, communiquées par Papers, Bodac, etc., ou qui sont disponibles dans les réseaux sociaux. Tout ça peut être injecté sous forme de fiches prospects, de comptes rendus et peut être exploité. En revanche, lorsqu'on a des informations, par exemple, qui concernent la santé, c'est totalement hors de question de les intégrer en vue de préparer un entretien sur l'assurance, la protection santé et l'assurance retraite. C'est absolument interdit par le RGPD. Et de ce point de vue-là, le Digital Omnibus, qui est une nouvelle disposition européenne qui va bientôt prendre place, dit la même chose. Elle reste aussi stricte en matière de données de santé. Et puis, il y a la juste proportion, c'est-à-dire que l'intérêt légitime de l'entreprise et du conseiller en patrimoine peut être défendu à la condition qu'il y ait la juste proportion des données qui ont été enregistrées. Est-ce que tout ce que j'ai dans mon stock de données et les fichiers que j'ai récupérés ont une utilité dans le cadre de l'exercice de ma profession? À partir de là, la déontologie, elle s'exerce dans la manière d'utiliser ces informations avec de l'IA pour en tirer le maximum de sens et de feedback. Et en particulier, la déontologie doit s'exercer dans la manière dont on se dit, j'ai obtenu de bonnes réponses de la part d'intelligence artificielle, je ne sais pas comment ça marche, je pense qu'il y aura aucun réapprentissage fait par la machine, sauf qu'il peut y avoir effectivement des exfiltrations d'informations et de raisonnements qui seront réutilisés ultérieurement par certains LLM pour apporter des réponses à d'autres utilisateurs. Et dans ce contexte-là, la responsabilité individuelle du cabinet est engagée au sens où l'origine de la fuite provient de l'utilisation de données confidentielles non anonymisées qui ont été fournies à un LLM. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus et faire en sorte de rendre anonyme ou pseudonymiser les informations qu'on va utiliser. Donc, on va regarder tout ça dans le détail. Dans un premier temps, je vais vous montrer toute une série de prompts et prompter en temps réel, interroger des dossiers clients et voir comment se comporte la réponse faite par le LLM. Et puis, dans cette situation réelle, vous verrez que parfois le premier prompt ne donne pas toujours de bons résultats. Il faut tâtonner, reposer la question différemment. On verra que ça n'a rien d'anormal. Ça fait partie d'un processus d'apprentissage dans la manière de rédiger vos prompts, bien sûr, mais aussi dans l'apprentissage que fait l'algorithme dans vos préférences et dans les paramètres ou les règles que vous souhaitez voir appliquer. Et puis, on verra aussi en quoi consistent les documents qu'on explore. Et je vous montrerai par la visionneuse les documents qui ont été utilisés, ce qui n'empêche nullement de tirer beaucoup d'informations de l'IA, quand bien même on a rendu anonyme des relevés de compte bancaires, des avis d'imposition et qu'on veut effectuer des analyses dessus. Et puis, donc, on verra ensuite, lorsqu'on aura passé ce temps, disons, de découverte pratique pas à pas, comment capitaliser là-dessus et comment vous pourrez vous-même, à votre tour, réutiliser ces bonnes pratiques dans vos propres outils. Ce qu'on ne fera pas ce matin, encore une fois, hein, c'est d'utiliser des IA génératives, par exemple pour générer des images ou des contenus créatifs, voilà, on n'apprendra pas à faire la dissertation de la petite dernière, c'est pas l'objectif. Et puis, on n'apprendra pas à installer des agents et de brancher des workflows autonomes qui peuvent faire des traitements comme Claude Code. OK? Euh, les sujets qu'on va aborder là, c'est donc de rédiger des prompts, d'abord de préparer des fichiers. Vous montrerez que les fichiers doivent être préparés pour pouvoir être lus par une intelligence artificielle. Lorsqu'on fait une recherche en ligne sur le web d'images, par exemple, et qu'on demande à générer une image, ces algorithmes, GPT par exemple, ou Gemini de Google, partent explorer des bases de connaissances considérables qui ont été accumulées et qui sont d'ailleurs, qui défrayent la chronique tellement ça consomme de la puissance de calcul dans les data centers et de stockage et d'apprentissage effectué de manière systématique et pas ciblée. Nous, dans notre contexte, l'objectif, c'est qu'il y ait une préparation des fichiers qui sont utilisés par le cabinet
et par l'ensemble des collaborateurs ou des assistants, pas la totalité de ce que le monde entier a pu faire en matière de gestion patrimoniale. Mais on intègre quand même une connaissance générale obtenue par ces moteurs de LLM, par l'exploration préalable générale dont ils ont bénéficié. Donc, l'étape, c'est de se dire comment je prépare mes fichiers. Étape 1. Étape 2, comment je prompte. Je commence à rédiger une question et la machine interagit avec moi et j'obtiens ou pas le résultat. Quelques points de méthode sur ce sujet. On parle souvent de zero shot ou de few shot prompting. Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est en fait l'art de poser une requête, une demande, une question, et d'obtenir du premier coup un résultat parfait, compte tenu de la rédaction de l'instruction qui a été fournie. Ça arrive pas toujours. Je dis ici, c'est un 20 sur 20 en philo, c'est très rare. Parfois, il faut affiner, comme je vous le disais, tâtonner pour obtenir le résultat que l'on souhaite ou reformuler en demandant, par exemple, de revoir le format de livraison de la réponse, par exemple sous forme de liste ou de tableau, parce qu'on a oublié de le demander au départ. Donc, petit à petit, l'humain fait des progrès dans la manière de prompter et la machine fait des progrès dans la manière de comprendre ce que veut l'humain. C'est donc un apprentissage continu dans les deux sens. Il y a une certaine flexibilité du ton du dialogue, et d'ailleurs, vous pouvez le paramétrer sur les outils d'IA que vous utilisez. Vous pouvez dire, je suis d'accord pour avoir le tutoiement, il peut y avoir un peu d'humour, je souhaite que tu restes concis, rajoute les hyperliens des sources chaque fois que tu me cites une information provenant d'une source. Ou bien, à contrario, je souhaite que le ton soit cordial et professionnel, orienté relations commerciales, puisque par exemple, vous allez souhaiter copier-coller le résultat fourni par le LLM pour pouvoir l'injecter dans un document que vous préparez, un rapport d'adéquation ou une analyse de bilan patrimonial que vous allez réaliser pour votre client. Vos demandes, ça c'était un sujet de, de- de plaisanterie entre nous dans l'équipe Crédit. Ça ne sert à rien de dire s'il te plaît, merci, etc. C'est-à-dire que les demandes doivent vraiment être extrêmement sèches, sous une forme d'instruction. C'est pas une conversation, en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Le langage naturel qu'on utilise, en fait, c'est vraiment de l'instruction hyper condensée. Il faut donc resserrer le contexte de la question qu'on pose, tout en expliquant quand même pourquoi. Alors, je suis conseiller en patrimoine, j'ai besoin de préparer un entretien avec mon prospect, donc là, on a cadré le contexte. J'ai un certain nombre de documents que j'ai obtenus de ce prospect. Analyse-moi tous ces documents et sors-moi une synthèse en 10 lignes maximum, par exemple. Et donc, l'IA fournira de meilleurs résultats quand on resserre et qu'on fournit un contexte précis. Plus la fenêtre de contexte est large, voire même infinie, vous avez une espèce de, je sais pas, par exemple, une base, on a des clients qui ont des immeubles tech avec 200 000 fichiers. Vous posez la question à l'IA sur les 200 000 fichiers, avec une question très ouverte. L'IA, à un moment donné, va commencer à tourner. D'abord, ça va prendre du temps, ça va consommer une ressource de fou. Et puis, à un moment donné, il y a ce qui s'appelle en anglais le knowledge cut-off, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'IA va s'arrêter, elle ne va pas aller au bout de l'exploration, si bien que vous allez obtenir 3, 4, 5, par exemple, extractions d'informations pertinentes. Vous savez pertinemment que vous en avez plutôt 20 ou 30, et vous allez vous dire, bah, l'IA, elle n'est pas performante. C'est simplement parce qu'elle a interrompu son processus, un peu comme une espèce de fatigue informatique. Donc, il faut, voilà, on va regarder comment on s'y prend et comment finalement resserrer le plus possible la recherche quand même on peut jouer, hein. Nous on l'a fait pour piéger l'IA et lui demander des requêtes très très larges, mais dans un contexte professionnel au quotidien, quand on a un dossier prospect et qu'on veut explorer ce dossier prospect, on sélectionne le dossier prospect, ça va beaucoup plus vite et on obtient des choses beaucoup plus pertinentes. Si bien qu'on n'a pas d'hallucination, très peu de divergence. Les bonnes pratiques, c'est qu'un extrait, on va les revoir pas à pas, c'est de préciser à l'IA, vous pouvez paramétrer vos préférences, hein, le tutoiement, le vouvoiement, etc. Et vous pouvez aussi lui dire, voilà mes instructions, n'invente jamais de chiffres. Si tu as un chiffre égal à 0 dans un calcul, dis-le moi. Respecte les étapes de ma demande. Si je te dis fais ceci, point, puis fais cela, point, puis fais cela, fais-le dans cet ordre. Réfléchis à tes réponses. Le fait de dire à la machine de réfléchir, elle va réfléchir à deux fois. C'est comme tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Décompose la chaîne de ton raisonnement. Eh bien, il va décomposer son raisonnement de manière beaucoup plus précise. Du coup, l'algorithme tient compte de cette requête.
Si je te demande d'identifier les dossiers incomplets, réfère-toi à la checklist attendue, quand il y en a une par exemple. Présente tes résultats sous forme de, alors vous pouvez sélectionner de listes, de tableaux, de synthèses rédigées très courtes, de classements décroissants, etc. Donc vous pouvez préciser les conditions dans lesquelles vous souhaitez obtenir votre résultat. Évite les suggestions, les propositions d'actions à suivre qui sont par exemple interminables ou qui n'ont rien à voir. Voilà, donc ça c'est un extrait de bonne pratique à mettre en place. Ce qu'on va regarder là maintenant, donc c'est des dossiers de cabinet de CGP et on a donné quatre principaux angles d'attaque à ces prompts. Un premier thème autour de la conformité, la présence du DER, est-ce que mes DER, mes RIP sont signés ou pas, la validité des pièces justificatives, etc. Deuxième sujet, de la recherche. Je suis à la recherche d'informations sur le bénéficiaire effectif de la société Intel, avec qui je commence à nouer une relation, ou qui va être mon fournisseur. Je souhaite avoir, par exemple, une vérification de toute la base solution que j'utilise avec mes partenaires, producteurs, assureurs, gestionnaires d'actifs. Est-ce que j'ai bien tous les prospectus? Est-ce que j'ai bien tous les DC? Est-ce qu'ils sont présents? Voilà. Euh, voilà un exemple de recherche. Ça peut être également, en troisième lieu, des résumés. Synthétise les décisions votées dans les assemblées générales, machin, de copropriété. Euh, Compare les performances et les frais des SCPI qui sont proposés par telle société et analyse les raisons de ces performances de manière à pouvoir préparer un feedback que je dois donner à mon client et qui vient compléter ce que me dit mon partenaire producteur. Ça peut être des calculs de commission annuelle que touche le cabinet ventilé par client et par producteur. Ça peut être d'analyser un TRI sur un investissement immobilier locatif d'un client avec qui je suis en contact et que je dois revoir pour lui proposer de nouveaux programmes ou de faire des arbitrages, etc., etc. Et puis, on verra aussi comment organiser sa data room, créer des répertoires, ranger, retrier, renommer des fichiers, voire cibler pour préparer des actions commerciales et faire du cross-selling en quelque sorte, cibler par exemple certains profils de prospects, par exemple tous ceux qui ont plus de 40 000 euros d'imposition sur, enfin de revenus pardon, sur leur avis d'hier, mais qui par ailleurs génèrent du revenu foncier. Je souhaite lancer une action spécifique sur eux. Ça me permet d'avoir très très rapidement dans mon portefeuille de clients la liste de ces différents clients. Voilà, donc je vous propose, c'est parti, hein. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de conversation si vous en avez. Et puis, on traitera les questions ou les demandes complémentaires. Je vais switcher et changer de vue pour aller sur ma fenêtre de navigateur. Voilà, est-ce que vous voyez bien ma fenêtre de navigateur? J'aurais préféré avoir. Non. Je vais arrêter le partage. Pardon, je vais passer par. Je vais plutôt passer par. Voilà. Euh, Mon écran. Voilà. Voilà. Si c'est bon pour vous, je vais démarrer. Donc, alors, en deux mots, on utilise notre outil donc, qui s'appelle Trizy et qui est un outil d'intelligence artificielle intégré dans de la gestion documentaire pour les professionnels réglementés, donc les conseillers en patrimoine, les courtiers de crédit, banques privées et toute profession qui manipule beaucoup de documents et de données confidentielles de clients. La manière dont c'est organisé en deux mots, pour que vous compreniez finalement sur quoi travaille notre intelligence artificielle, elle a un certain nombre
elle va pouvoir accéder à un certain nombre de répertoires qui sont mon bureau de travail, d'accord, simulé de conseiller en patrimoine de ma société, là en haut, mon business. Donc tout ça est de la démo. J'ai un certain nombre de dossiers qui sont dans ma data room propre en tant qu'associé du cabinet. Par exemple, ce premier répertoire qui s'appelle Prospect, Lazare Retraite. Voilà, donc c'est un monsieur avec qui j'échange et qui prépare sa retraite. J'ai des documents qui sont des tableaux d'amortissement sur lesquels je commence à travailler, des relevés de compte, etc. Et puis, deuxièmement, j'ai des répertoires qui sont des partages collaboratifs que j'ai ouverts avec mes autres collègues du même cabinet, voire ouverts à des tiers. Je suis amené à travailler, par exemple, avec un courtier de crédit sur la recherche de financement ou travailler avec une agence immobilière pour de la gestion locative et trouver les locataires des biens que mes clients m'ont confiés en gestion. Et donc, j'ai des dossiers, vous voyez ici j'en ai un qui s'appelle Laurent Emprunteur. Et donc, leur emprunteur, il y a toute une série de fichiers qui sont dans des sous-chemises, situation des emprunteurs, revenus et charges, analyse financière, épargne et patrimoine, etc., qui sont donc les sous-chemises dans lesquelles les fichiers de cet emprunteur potentiel, de ce client, ont été rassemblés en vue de préparer son dossier de demande de prêt et de son mandat de recherche en capitaux. Donc, je suis amené à travailler avec ce courtier. On partage ce répertoire et on travaille de concert pour monter le dossier de financement. Ça pourrait être un financement de private equity, ça pourrait être toute forme en fait de dossier correspondant. Et ces fichiers, ils ont fait l'objet d'une préparation préalable. La première préparation, j'y reviendrai à la fin de la session pour vous montrer comment on fait ça. Tout d'abord, on a effectué, je vous montre, ce qu'on appelle un caviardage des fichiers. Donc là, la visionneuse nous montre le document. Vous voyez, il présente des zones noires, des zones qui ont été occultées. Alors, c'est pas une petite étiquette noire qui est rajoutée par-dessus, c'est carrément une suppression des données de manière à ce que la machine ne sache pas lire ce qu'il y a derrière. Donc, ces fichiers, ils ont été préparés, anonymisés, pseudonymisés, de sorte que on respecte strictement le RGPD. Et lorsque ces fichiers sont prêts, pour notre démo, évidemment, ils ne le sont pas lorsqu'on travaille sur un vrai dossier client avec un partenaire courtier de crédit. Euh, Ces fichiers donc sont téléversés dans la data room et on déclare ici, je descends dans la section qui s'appelle IATRESI tout en bas à gauche, et je vais aller sélectionner tous les répertoires que je souhaite pouvoir travailler avec l'IA. Donc, en l'occurrence, ben, j'avais un dossier qui s'appelle Laurent Emprunteur, ici, et j'ai demandé à ce que l'entièreté de son dossier fasse l'objet d'une préparation à l'intelligence artificielle. La préparation à l'intelligence artificielle, ça s'appelle en français la vectorisation. C'est-à-dire que la machine lit et extrait un certain nombre d'informations des fichiers et les enregistre sous forme de vecteurs, de coordonnées, dans une base de données. Donc la base de données en question, elle est chez nous, elle est chez OVH dans le Nord, à Roubaix, est protégée en chiffrement, etc. Lorsque vous utilisez des IA publics et que vous explorez des contenus, par exemple, sur des données d'entreprise, tous ces fichiers, ils ont été vectorisés par Google, OpenAI, Mistral, sur la totalité de la base de connaissances du monde préalablement pour être prêt à être analysé. Et lorsque vous lancez votre prompt, eh bien, le moteur va aller chercher les vecteurs correspondants, c'est-à-dire les informations qui correspondent aux mots-clés de votre requête et vont rapatrier les résultats et ensuite trier ces résultats pour vous présenter les résultats les plus pertinents. Nous, on fait ça à échelle beaucoup plus petite, complètement cantonné et cloisonné à l'intérieur de nos bases de données protégées. Et c'est un travail préalable qui doit être fait sur les fichiers et les répertoires qui doivent faire l'objet d'une analyse plus tard par le cabinet. Donc, je reviens à ces dossiers. Donc, du coup, ces différents dossiers, bien sûr, comme on doit les travailler ensemble, eh bien, je les ai vectorisés préalablement de manière à ce que je puisse commencer à prompter. Et ensuite, j'ai plusieurs méthodes pour lancer mes prompts. La plus simple, c'est je vais dans un moteur de dialogue, enfin non, une fenêtre de dialogue qui me permet de poser mes questions. C'est l'équivalent de ce que l'on peut trouver, par exemple,
sur Gemini. Vous allez sur Gemini de Google, et puis vous avez une fenêtre dans laquelle vous pouvez vous poser vos questions, et vous avez un petit plus pour charger les fichiers, de manière à ce qu'il vous analyse le contenu de ces fichiers et vous produise le résultat. Là, en l'occurrence, les fichiers, on les a déjà, donc on n'a pas besoin de les charger en supplément. Et on va commencer à poser des questions de type conformité, par exemple. Je vais poser, alors j'ai toute une série de prompts déjà existants. Euh, Par exemple, je vous montre celui-ci euh, que j'avais rédigé. Voilà. Et donc, le prompt est en haut. Mon métier de conseiller exige que je rassemble divers documents de conformité signés de mes clients. Vérifie que mes DER sont bien tous présents, signés dans mes dossiers clients. Établis une liste de mes dossiers à jour et une liste de mes dossiers incomplets. Alors, moi, j'ai demandé à notre IA, je lui ai dit qu'elle pouvait me tutoyer et qu'elle pouvait faire un peu d'humour. Alors du coup, elle me tutoie, elle fait beaucoup d'humour, mais on pourrait adopter un ton beaucoup plus corporate, en fait, avec le vouvoiement et puis une relation beaucoup plus distanciée, hein. Là, prenez ça vraiment comme une illustration d'un ton qui peut être donné, enfin autorisé à une IA et qui donne un résultat qui est, voilà, vous voyez, il dit pas de panique, je mets ma casquette d'inspecteur de la conformité. Bon, ça, c'est le moteur d'IA qui est derrière, qui produit ces résultats. Il m'a fait l'analyse complète de toute la data room, il y a à peu près 200 fichiers, et il m'a identifié des dossiers à jour, c'est-à-dire que les DER sont présents et bien signés par à la fois le conseiller et par le client. Un premier client qui s'appelle à l'investisseur, et un deuxième qui s'appelle la richesse, et puis des dossiers qui sont incomplets. Bah, par exemple, le fameux Laurent Emprunteur dont je parlais à l'instant, lui, son DER est introuvable. Il se trouve que je n'ai pas signé de DER avec lui puisque c'est un client qui commence par un dossier de financement, une recherche de financement, et qui s'intéresse possiblement à investir dans un bien immobilier que je lui propose. Donc le DER viendra, mais on est encore en phase de prospect qui n'est pas encore sous mandat. Si je prends ce prompt, je vais l'attraper et je vais y arriver. Je vais le copier et je vais renouveler le prompt. Je le recommence de zéro. Donc là, je suis sur l'interface de dialogue, il n'y a rien et je dois poser ma question. Je vais poser ma question ici et je lance la requête. Tout comme sur une IA grand public, le moteur se met à tourner pour chercher les informations correspondantes. Donc là, il le fait dans un périmètre fermé puisque ce sont les fichiers qui sont dans ma data room. Donc, on pourrait faire cette exploration avec, par exemple, Claude sur les fichiers qui sont sur votre ordinateur, par exemple. Vous voyez, vous pouvez tout à fait répliquer ce type de comportement. Là, il est en train d'explorer tous les DER qu'il peut y avoir, sachant qu'il y a vraiment beaucoup d'autres fichiers. Il en a trouvé un certain nombre. Donc, il me dit où il en est dans son travail. Il est en train d'avancer dans l'exploration de ces documents, le temps qu'il travaille. Parfois, il faut être un peu patient. Et voilà sa réponse. Donc il me dit, ben, j'ai deux dossiers qui sont complets, voilà, et j'en ai une liste qui est incomplète, dans laquelle le DER n'est pas présent. Donc ça permet de vérifier sur l'ensemble de mon stock de fichiers les dossiers complets ou les dossiers incomplets en matière de conformité. Je peux également vérifier, par exemple, des pièces d'identité, m'assurer que les pièces d'identité sont à jour. De la même manière, je lui ai fait faire une recherche parmi mes dossiers clients. Est-ce qu'il y a des pièces d'identité dont la date de validité est dépassée? Si oui, lesquelles? Et si certaines pièces d'identité manquent dans mes dossiers, dis-le moi. Il faut bien dissocier, vous voyez, dans la manière de rédiger. Sinon, il ne peut pas imaginer que vous souhaitiez avoir l'information que certains dossiers n'ont pas de pièces d'identité. Donc, il faut dire où est-ce qu'il n'y en a pas? Et lorsqu'il y en a, est-ce qu'elles sont conformes? Conformes, ça veut dire quoi? Si vous avez caviardé les fichiers, ce qui est le cas là en l'occurrence, moi j'ai masqué les noms. Si je reprends, vous voyez ici, il y a un passeport qui s'appelle la richesse. Je vais aller chercher passeport la richesse.
Voilà, j'ai un spécimen qui est ici. Je clique pour le regarder. Et vous voyez qu'en fait, c'est pas c'est pas du tout la richesse. Le nom et le prénom ont été complètement masqués, d'accord? Donc, il se trouve que ce passeport, il se trouve dans le dossier La Richesse. La richesse est dans les descriptions de la personne physique. Ce que fait l'IA, c'est qu'elle explore les intitulés, donc le titre du fichier, et elle explore le contenu. Si le contenu est caviardé, elle nous dit, voilà, j'ai une présomption qu'il s'agit de Monsieur la Richesse, d'accord? Euh, et donc le, le, le- la manière de rédiger le prompt doit être très minutieuse. Si je lui dis, trouves-tu des pièces d'identité dont la date de validité est dépassée? Il me dit, ben, le passeport qui s'intitule Passeport la richesse, il est encore valide d'un point de vue de la date de validité. Si je lui dis, est-ce qu'il est conforme? Il me répondra, non, il n'est pas conforme. Je peux poser la question en live, par exemple. Est-ce que le passeport de la richesse est conforme? Là, il va analyser le passeport de la richesse. Et comme il était caviardé et que le nom ne coïncide pas, il va me dire, j'ai un doute, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça permet de vérifier au détail, donc en plus de la vérification d'une conformité globale, de vérifier au détail euh, les données qui sont dans le fichier proprement dit. Ça veut dire que si vous rendez anonyme certains documents de vos clients et que vous souhaitez que ces documents soient analysés ou qu'un dossier soit vérifié par une IA grand public, y compris avec un abonnement d'entreprise, mais que ces données sortent de chez vous, vous voyez ce qu'il me répond? Il n'est absolument pas conforme. Alors, en plus, il me dit que euh, sa pièce d'identité n'est pas vérifiée, en fait. Voilà. Donc, je lui dis non, mais je pourrais par exemple lancer une action pour euh, générer une demande vers ce client. On va pouvoir aussi vérifier par exemple des livrets de famille. Par exemple, je peux demander en allant dans le dossier de leur emprunteur, par exemple, je sélectionne son dossier et je vais demander à l'IA la présence du livret de famille. Alors, j'attends parce qu'il est en train de tourner, là. Il y a la petite roue à droite qui tourne, qui me dit qui est en train de regarder tout ça, puisque ça fait quand même voilà, une vingtaine de fichiers de Laurent Printeur. Donc là, je vais poser la question, vérifie la présence du livret de famille de Laurent Printeur. Il est parti dans l'exploration des différents fichiers. Il y a bien un livret de famille, ça je le sais, et donc il va pouvoir vérifier ça et me donner le résultat de son analyse. Il me dit que c'est une mauvaise nouvelle qu'il n'a pas. Donc là, je suis en train de reprompter. Je lui dis vérifie, il y a bien un livret de famille selon moi. Donc il va revérifier tous ces fichiers qui sont dans le répertoire. Donc, comme je vous le disais, ce qu'on appelle le zéro shot, c'est le bon résultat du premier coup est jamais garanti. En plus, enfin, c'est un point important, l'IA, ça n'est pas un mécanisme automatique, ça n'est pas un robot.
c'est probabiliste. Ça veut dire que parfois, il va vous donner un résultat en disant non, il n'y a pas. Et des fois, il va vous dire, ah bah oui, effectivement, là par exemple, vous voyez, c'est le cas, mais à culpa, tu as l'œil. Non mais attends. Donc, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Vous vous appuyez sur une intelligence artificielle pour vous accompagner dans vos tâches du quotidien, gagner en productivité, euh, sécuriser la vérification de vos dossiers, vous assurer que, voilà, en préalable, enfin, chaque année, le KYC est convenablement fait, que vous êtes parfaitement en règle et vous dormez sur vos deux oreilles par rapport à un audit ORIAS. Malgré tout, la confiance n'exclut pas le contrôle, particulièrement vis-à-vis d'une IA. Vous voyez que là, en l'occurrence, voilà ce qu'il me répond. Il me dit, bah, en fait, tu as le coup d'œil, oui, je l'ai trouvé. Il l'a trouvé et il a trouvé toutes les informations. Un mariage à Besançon le 21 septembre 2024. Bon, je vais aller donc avec ce fichier-là, je vais aller rechercher où il est. Le voici. Ah bah non, c'est pas du tout ça. Alors, je suis en train de faire une bêtise. Euh, le fichier ici. Est-ce que c'est le bon numéro? Conformité. Non, c'est pas le bon. Si. En plus, il m'a pas donné le bon, oui, comme quoi on peut avoir des agréments de temps réel. Il m'a pas donné la bonne référence de fichier. Pourtant, il trouve bien les informations du livret de famille en question avec, par exemple, des extraits d'actes de naissance d'enfants, etc., dans le dossier. Donc là, je vais directement aller dans le dossier et on va vérifier qu'il a bien extrait les bonnes informations. Ça doit être celui-ci. Bah voilà. Mariage à Besançon le 21 septembre 2024 avec donc trois enfants, voilà, qui sont ici. Donc, vous voyez, parfois, il y a quand même besoin de faire un contrôle de cohérence de ce que raconte l'IA. Ça, c'est un premier type de recherche qu'on peut faire et de prompt autour de la complétude et de la conformité ou de l'authenticité des pièces. Il y a un deuxième aspect qui peut être intéressant, c'est que dans vos métiers, bien souvent, vous disposez de checklists. Là, en l'occurrence, sur ce dossier, Laurent Emprunteur, comme sur les autres, on a un outil qui permet de vérifier avec une checklist que tous les documents attendus pour le montage du dossier sont bien présents. Donc on a, vous voyez, différentes rubriques sur la gauche, situation des emprunteurs, revenus et charges, analyse financière, épargne patrimoine, par exemple. Les justificatifs dont j'avais besoin sont bien là. Pour l'analyse financière, il me manque encore certains documents. Certains ont été reçus et reconnus automatiquement par notre IA et d'autres ne sont pas encore présents, mais je peux très bien cocher en disant c'est présent ou pas présent. Donc, c'est un outil complémentaire. L'IA n'est pas la panacée au sens où c'est le seul outil à utiliser pour pouvoir effectuer le montage d'un dossier. Ça vient supplémenter le travail de l'humain, du professionnel, pour l'alerter, notamment sur des angles morts, en disant, ah, j'ai récupéré des pièces, mais j'ai l'impression qu'il y en a une qui n'est plus valide. Donc ça permet d'avoir le coup d'œil ou d'effectuer des explorations plus rapides. Un deuxième domaine de recherche, c'est le suivant. Par exemple, vous avez un répertoire qui s'appelle Prospect avant mandat. Vous rencontrez à l'occasion de vos démarches commerciales un certain nombre de prospects potentiels et dans ces prospects potentiels, vous avez des personnes physiques. D'accord? Vous avez donc classé prospect personne physique et prospect personne morale. Et donc, il y a différentes entreprises personne morale. Vous souhaitez explorer sans aller faire un ciblage très précis, vous voulez faire le point sur un des prospects euh, qui, euh, qui vous intéresse et dont vous vous souvenez d'avoir récupéré des informations. Par exemple, le lien Papers avec Claude permet de récupérer automatiquement des statuts de société, des liasses, bref, des documents extrêmement précieux. Et une fois que c'est emmagasiné
dans votre stockage. Ça peut être sur votre ordinateur, ça peut être dans un drive collaboratif comme celui de Trizy. Vous pouvez à partir de là vectoriser ces fichiers et ensuite effectuer des recherches. Donc ici, je vais lui poser la question, analyse la société Pognon et Fils. Je vous assure qu'elle existe vraiment. Dis-moi qui sont les dirigeants et à quel pourcentage. Voilà, donc je me souviens que j'avais croisé des gens d'une société qui s'appelait Pognon et Fils, et j'aimerais retrouver l'information et avoir la synthèse, parce que je sais que je vais les croiser et que je n'ai pas le temps d'aller chercher dans mon répertoire. Je veux pouvoir presque d'un swipe trouver l'information. Donc là, les fichiers étant vectorisés, bien sûr, l'IA a fait cette exploration avec l'outil de RAG, l'outil d'exploration et d'extraction. Voilà ce qu'il m'a trouvé. Il me dit, c'est bon, j'ai épluché les statuts constitutifs de la SAS Pognon et Fils, datés du 4 novembre 2025. Voilà comment le gâteau est découpé. Bon, ça, c'est lié à la formulation humoristique à laquelle je l'ai autorisé. Donc, capital social, les actionnaires, etc., etc. Vous pourrez vérifier sur Papers, cette société, elle existe vraiment. Si tu veux que je cherche un acte de nomination du président, blablabla, enfin voilà. Après, il me suggère des différentes choses complémentaires sur lesquelles je peux bosser. Donc moi, du coup, je lui donne ici avec le petit pouce un feedback pour lui dire, c'est super, c'est exactement ce que je voulais. Et cette IA va emmagasiner mes réactions pour progressivement devenir plus pertinente et se dire, bah ça a correspondu aux besoins de l'utilisateur. Et donc, finalement, lorsqu'elle a plusieurs options possibles de présentation, de restitution ou de contenu d'information, de niveau de détail, elle va sélectionner ce à quoi j'accorde le plus de feedback positif. Ça, c'est un exemple. Euh, j'ai par ailleurs voilà, une recherche à faire sur, par exemple, euh, un fichier précis qui va se situer, qui va se situer quelque part dans ce répertoire-là. Donc, vous voyez, les fichiers volontairement sont tous anonymes. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Euh, et donc, je vais demander à l'IA d'aller m'extraire. Alors, évidemment, il faut qu'il mouline le temps qu'il regarde tous ces documents. Ça prend moins de temps qu'un humain, mais ça prend un peu de temps. Je vais aller chercher les déficits fonciers antérieurs d'un de mes clients, parce que je voudrais savoir ce qu'il a encore comme réserve de déficit foncier dans le cadre de l'accompagnement de ce client que j'effectue pour sa déclaration d'imposition. Donc, du coup, j'ai besoin d'avoir cette information en presse-bouton, en quelque sorte. Et donc, là, il est en train de mouliner. Il a pas mal de fichiers à explorer. Et donc, je vais lui poser la question, quel est le montant du déficit foncier? Alors, c'est des déficits, pardon, il faut être. Mais il y a, c'est assez tolérant, en fait, la plupart des moteurs sont assez tolérants avec les fautes d'orthographe, mais il vaut mieux être précis quand même. Quel montant des déficits fonciers antérieurs de Monsieur Bou? Donc là, il a pris la question, il est en train de traiter la réponse, donc identifier le bon fichier. Moi, je sais lequel c'est, évidemment, dans le cadre de la formation. Je sais que j'ai un fichier qui correspond à la déclaration de ce contribuable. Donc, il est en train de chercher. Ah, voilà. Donc, en fait, il a trouvé. C'est le bon. Celui-ci, c'est celui que j'avais nommé dossier non trié spécimen 21. Donc là, il va extraire les informations. On attend son résultat.
Donc il me dit qu'il en a un qui est pertinent. Vous voyez que plus votre base est lourde, plus ça peut être long de traiter, hein. Donc voilà. Alors c'est bien ça, puisque du coup c'est bien ça que je cherchais. Si je prends voilà, ce dossier-là et que je vais aller l'explorer en détail, dossier 21, il est où mon 21? Il est où mon 21? Hmm, le voici, le voici. Le voici, et donc il m'a trouvé les informations pertinentes qui sont généralement à la fin. Voici le résultat, 82 321 ici, d'accord? Et donc c'est bien la réponse qu'il m'a apportée qui est correcte, 82 321, d'accord? Donc, en fait, on peut rechercher des informations assez précises à extraire de documents qui sont parfois très courts, mais parfois qui peuvent être très longs. Ça peut être d'effectuer des recherches précises d'informations dans un pack d'actionnaires ou dans un document très complet. Euh, et donc, la façon dont le prompt est rédigé ou dont on reformule peut procurer des réponses plus ou moins rapides. Euh, il y a un autre exemple donc, de recherche résumée qu'on peut prendre, c'est par exemple, je vais vous montrer, pardon, je vais revenir en arrière, je vais aller sur un dossier de prospect qui est en cours. Donc j'ai plusieurs prospects, comme je le disais, dans mon cabinet, et j'ai un prospect qui s'appelle Jean Bouvier. Donc j'ai un dossier, un répertoire dans lequel je mets mes documents de KYC sur chaque client potentiel qui n'est pas encore en signature. Et donc, je souhaite, par exemple, ici, sur la connaissance client, Monsieur Jean Bouvier, poser une question à l'IA, parce que j'ai rendez-vous avec ce client très prochainement, c'est résume le parcours de Jean Bouvier. Voilà, donc là, il est en train d'analyser mes fichiers et je lui demande de résumer le parcours et de me dire s'il y a des choses notables et, et indique-moi les points particuliers le concernant. Alors, vous voyez, ce n'est pas un prompt très très précis, là, je l'ai fait à la volée. Euh, J'envoie ma requête. Donc là, voilà, j'ai lancé mon prompt. Il est en train de regarder les différents documents que j'avais rassemblés hein, qui concernent ce prospect. J'ai fait ce qu'on appelle une petite web curation, c'est-à-dire que je suis allé chercher ce qui se disait voilà, sur cette personne. S'il s'agit d'un entrepreneur ou d'un client patrimonial, on peut avoir plus ou moins de profondeur de documents. Et je les ai récupérés. Plutôt que d'interroger Perplexity Online, par exemple, je suis allé chercher ces fichiers une fois que je les avais. Je les ai enregistrés pour les avoir dans mon dossier client, le dossier de connaissances client. Ce qui me permet d'avoir une meilleure profondeur d'informations. Bon, alors, où est-ce qu'il en est? Hum, Si c'est trop long, je vais tricher un peu. Je vais reprendre le prompt que j'avais déjà préparé pour vous montrer le résultat que ça donne. Voilà. En fait, donc, il m'a fait cette analyse. J'avais préparé un prompt un peu plus complet, vous voyez, je l'avais contextualisé. Je prépare un entretien avec un prospect, Jean Bouvier, analyse les fichiers dont je dispose le concernant, fais-moi un résumé de son parcours professionnel, fais un fact-checking pour vérifier la cohérence de toutes les sources, sois attentif aux changements dans sa vie professionnelle ou aux dates indiquées qui permettraient de détecter des informations incohérentes. Reste concis. En fait, il a fait le traitement sur l'ensemble des fichiers. Et là, il me souligne un point qui est intéressant.
parce que j'avais volontairement obtenu un parcours via ChatGPT public me concernant, hein, qui remontait des documents disant que j'avais un parcours dans le domaine du matériel agricole, parce qu'il y a une société qui s'appelle la SAS Jean Bouvier. Et donc, il me donne un résumé du parcours de la personne concernée, d'accord? Donc jusque-là, tout ça c'est vrai. Voilà. Le fact-checking, je lui demande de vérifier les cohérences ou incohérences. Et là, il me dit, il y a un piège avec une hallucination de l'IA. Ça n'est pas ChatGPT qu'on utilise nous, on utilise Mistral plus Gemini en mode intégré par API et en abonnement d'utilisation de machine à machine. Et il dit, voilà, elle affirme qu'il dirige Jean Bouvier SAS, c'est une entreprise de machines agricoles. C'est faux. La preuve, le CABIS dit que ton prospect est né en telle année, la SAS a été créée en telle année, donc c'est pas bon. Et en fait, en résumé, concentre-toi sur son expertise, voilà, en fait, de Trizy, quoi, et ignore totalement la partie agricole. Donc en fait, pour préparer un rendez-vous, vous avez donc fait votre travail préalable de recherche d'informations, de petits indices, ça peut être des articles de presse, etc. Et le résultat que vous fournit votre prompt, euh, à la condition que vous l'ayez rédigé en disant, oui, par exemple, fais un contrôle de cohérence, croise les données, etc., il faut lui demander. Et à ce moment-là, il vous fait vraiment un travail fouillé d'inspection en fait de cohérence qui donne de bons résultats. Ça peut être effectivement sur un premier volet. Et puis, il peut y avoir un deuxième volet, par exemple, qui est celui-ci. C'est toujours le même dossier du prospect. Et en fait, la question que l'on demande, c'est analyse les diplômes de cette personne, toujours Jean Bouvier, le prospect, là, en l'occurrence, précise si cela lui donne l'équivalence niveau 7 RNCP. Indique-moi si son diplôme de Dauphine donne accès au NSF 313 pour exercer le métier de conseiller financier. Donc en fait, il a donc épluché ce qu'on avait pu récupérer, donc les diplômes, ce genre de choses. Ce n'est pas toujours le cas avec vos clients, mais vous pourriez avoir un candidat, par exemple, ou un partenaire avec qui vous voulez bosser, vous voulez vérifier que ce partenaire est bien inscrit à l'ORIAS, a bien ses certifications et ses formations continues, mais également le background et les diplômes de base. Du coup, il est capable d'analyser la situation. Alors, moi, il se trouve que je suis plus tout jeune, tout jeune. Mon DEA, il est très vieux. Il date de 1989. Et donc, les équivalences n'existaient pas à l'époque. Donc, il effectue la vérification. Il me dit le diplôme est un diplôme ancien. Aujourd'hui, on appelle ça un Master 2. Donc, il peut y avoir un doute sur l'intitulé. Je vérifie quand même. Ce que fait le moteur, du coup, il dit, j'essaye de vérifier avec la base de certification. Donc, voilà le résultat. L'équivalence de niveau 7, oui. Le diplôme est bien un diplôme équivalent à un Master 2 de niveau 7, Bac plus 5. Euh, les autres diplômes, en gros, servent à rien. Passage, voilà, l'INSEAD ou la certification ANSI sur la cybersécurité, bon, ça n'a rien à voir. Et le code NSF, oui, pour exercer le métier de conseiller financier, il est éligible. Alors, effectivement, il faut avoir des formations continues que moi, personnellement, je n'ai pas faites, mais vous voyez, vous pouvez quand même avoir un certain niveau de vérification et injecter tout ça pour obtenir, donc, à partir d'un prompt précis, obtenir les retours et les résultats de pertinence sur le parcours de quelqu'un. Euh, de la même manière, on a des possibilités de faire des résumés ou des extractions, par exemple, sur des sujets qui peut-être concernent plus vos partenaires qui sont agents immobiliers ou pour vous-même lorsque vous êtes en contact avec un client en gestion locative et qui vous pose des questions sur, par exemple, la, la possibilité d'optimiser la gestion du logement qu'il a mis en location. Je vais reprendre un prompt que j'avais déjà fait pour aller plus vite, parce qu'il est déjà midi 15. Je vous montre ce que ça donne. Vous êtes donc toujours pareil sur l'ensemble de votre data room et le téléphone sonne.
vous avez ce client au téléphone qui vous dit, ah, le locataire se plaint qu'il fait trop chaud dans l'appartement. Est-ce que vous pensez que je pourrais faire poser une clim dans le logement, dans l'appartement? Donc là, vous avez la possibilité de prompter en disant, est-ce que j'ai la possibilité de faire poser une climatisation dans l'appartement de la résidence située rue Jean-Jacques Rousseau, à Paris, premier arrondissement? Identifie et liste les décisions d'accord prises lors des assemblées générales précédentes. Et je lance la requête. Donc là, il est sur toute la base d'informations. Euh, Ça prend un petit moment quand même pour aller faire la recherche. Et donc là, il va aller chercher ce qu'il trouve en matière d'assemblée générale. Je viens de trouver le compte-rendu de l'assemblée générale pour ta résidence. Voilà, il me le dit. D'accord. Voilà. Il me dit, pour te rassurer, voici les décisions d'accord qui ont déjà été votées et acceptées lors de cet AG du 23 avril 24. Moi, je suis toujours au téléphone avec mon client. Je lui dis patienter, j'ai lancé mon prompt. Alors, on a un certain nombre de prompts, vous voyez en bas, hein, préformatés qui permettent d'aller plus vite dans le métier. Eh ben oui, effectivement, il y a un local commercial qui a obtenu l'autorisation et puis un appartement qui a obtenu également l'autorisation. Et donc, ça a été adopté avec 12 pour, 3 contre. Donc, pour l'Assemblée générale de cette année, on peut envisager de rajouter cette résolution pour obtenir l'accord. Donc, vous voyez, vous avez le retour immédiat sur une information perdue dans un océan de documents. En plus, évidemment, comme on multiplie les pièges, ce document-là, il s'appelle Dossier non trié spécimen 91, mais évidemment, on pourrait le retitrer. Bon, je vous montrerai comment ça marche aussi. Mais donc, parfois, on n'a pas toujours des documents bien titrés. Lorsque notamment le photocopieur a tourné et qu'on a récupéré plein de documents, ils portent des noms qui ne sont pas du tout explicites. Donc, ça permet de passer outre et en particulier lorsque le moteur de recherche n'est pas suffisamment puissant, bah, d'avoir quand même la possibilité d'identifier l'information et d'obtenir un résumé de ce sujet-là. Un autre, un autre angle d'utilisation de prompt, c'est autour des calculs. Là, par exemple, je vais lui demander, fais-moi la synthèse des commissions que j'ai perçues de la part la vie va et de suravenir. Voilà, donc je lance cette requête. Évidemment, j'ai un répertoire dans lequel je suis, j'ai le suivi de tous mes commissionnements, de mes facturations diverses et variées. Là, je lui dis, va chercher. Je ne l'aide pas du tout en allant cibler le répertoire correspondant. Ce qu'il faut savoir avec le calcul, c'est une IA est probabiliste. Ça veut dire que elle effectue des calculs, mais que sur des calculs très complexes, disons, elle peut très bien halluciner, c'est-à-dire vous fournir un résultat qui ne correspond pas à ce que vous obtiendriez avec avec un vrai calculateur, avec votre calculette. Donc, il faut être vigilant parce que quand vous utilisez une IA gratuite, elle n'est pas toujours branchée sur un module de calcul qui va effectuer la prestation avec autant de précision. Euh, L'autre manière de faire un calcul, par exemple, c'est de faire un travail préalable, par exemple, de vérification de taux de rendement. Voilà, tri et analyse de documents, non, c'est pas ça. Le TRI du client. Il faut que je retrouve juste le nom de mon cas pratique. Euh, Je vais y arriver. Prospect. Voilà, j'ai un prospect qui s'appelle Monsieur et Madame Bou. Et donc, je veux effectuer un calcul ici. Euh, Analyse les comptes rendus de gestion de, au nom, pardon, au nom de vous. Analyse, effectue
le TRI, sachant que le prix d'achat du logement était de 243 000 euros en 2003. Et alors, le TRI brut, on va demander brut et net. Voilà. Donc, je lance cette demande d'information. Ça m'évite d'avoir à faire mes calculs. Parfois, on me dit, ouais, Excel va plus vite. Alors, ça dépend du temps dont on dispose pour préparer l'entretien avec un client ou faire ce travail d'identification d'opportunités, par exemple, pour proposer de nouveaux biens ou d'arbitrage. Euh, du coup, l'outil de CRM ne propose pas toujours de faire ça de manière facile, ou en tout cas en presse-bouton. Là, on a la possibilité d'obtenir directement un retour. Alors, voilà ce qu'il me dit. Les flux financiers pour l'année 2025, 4 comptes rendus de gestion et donc l'avis de taxe foncière. Alors, il me fait un cours sur les TRI, donc vous connaissez le sujet encore mieux que moi et que notre IA. Pour calculer un vrai taux de rendement, oui, mathématique, il me faudrait l'historique complet des loyers, machin. Ce qui manque, c'est aussi évidemment le taux d'imposition marginal et donc la manière dont les revenus fonciers sont taxés. Ceci étant dit, il me donne déjà une première indication intéressante que voici. Les loyers encaissés sont de 18 014 euros. Les dépenses sont les suivantes. Il m'a calculé la rentabilité brute en me disant, voilà la formule que j'obtiens un résultat de 7,41%. Et en rentabilité nette, il a soustrait, s'il a bien fait les choses, oui, la taxe foncière. Sauf que la taxe foncière, par exemple, il devrait me déduire la quote-part d'ordures ménagères qui est à la charge du locataire. Bon, avec un résultat de 6,07%. Voilà. Donc, il me fait une petite synthèse de ça. C'est indicatif, vous voyez, mais ça permet très très rapidement déjà de se dire, bah, par exemple, par rapport au portefeuille immobilier de mon client, qui a plusieurs immeubles, etc., de quoi j'ai envie de lui parler, vers quoi je vais orienter. Voilà. Ça me suggère en fait un certain nombre d'axes de travail, de pistes de travail sur lesquelles je vais pouvoir avancer. Euh, et puis, enfin, je voulais vous montrer un cas de figure intéressant aussi, c'est celui qui concerne des analyses d'investissement de clients. Donc, j'ai différentes informations relatives, par exemple, au SCPI euh, que je commercialise. Et je lui demande, donc là en l'occurrence c'est deux SCPI de BNP Paribas, et le prompt dit analyse les performances de ces deux supports et les raisons de ces situations. Fais le bilan des placements de mon client investisseur, puisque les brochures sont attachées au dossier du client. Euh, et donc, il a fait cette analyse. Il s'agit de Pierre Sélection, et puis la deuxième, Opus Réal. Alors, il me dit, bah voilà, voilà le résultat sur les 3 ou 4 rapports annuels, ce qu'on a obtenu. Euh, il- les frais de gestion sont élevés à 11,4%. Sur Opus Réal, qui investit exclusivement en Allemagne, uniquement avec cet immeuble, ben, du coup, elle souffre de la situation du marché de bureaux en Allemagne. Le bilan du portefeuille, il est le suivant, blablabla. Donc, machin. En résumé, le portefeuille, ben, il a perdu de la valeur. C'est sans doute en raison voilà, de la situation de ces deux SCPI. Et est-ce que tu veux qu'on réfléchisse à une stratégie? Donc, il peut suggérer des choses. Après, je peux ou pas lui demander de m'aider à poser les bonnes questions ou réfléchir à des scénarios. Vous voyez? Mais donc, on peut pousser plus loin par rapport à un document, ce qui ne remplace nullement, par exemple, un Fidgen AI qui aurait pour vocation d'aider à l'allocation des investissements. Et puis, voilà, tout dernier point que je voulais vous montrer, c'est la possibilité pour l'IA, en fait, de créer des répertoires. Par exemple, euh, organise, propose-moi d'organiser ces fichiers en répertoire cohérent dans le même dossier.
Et puis je vois que l'heure avance, ensuite on va passer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Oui, alors il est en train de me dire tout ça. Il me dit, je te propose de créer une structure de répertoire. Voilà l'arborescence. Il y aurait un dossier principal avec tout ce qui est analysé à vie, donc les avis qui ont été faits sur ces pays, les rapports annuels et les bulletins, les documents du client et les documents légaux avec le DC. Qu'est-ce que tu en penses? Si cet organisé te convient, je m'occupe de créer les répertoires. Ben, je lui dis, ben oui, ça me convient, vas-y. Et donc, l'IA, là, elle a un petit volet agentique, puisque du coup, elle va construire toute seule les arborescences, les sous-chemises du dossier prospect pour m'éviter d'avoir à le faire et d'avoir à déplacer, faire glisser, déposer, etc., tous ces fichiers là-dedans. Donc, j'ai plus qu'à confirmer. Vous voyez, dès que j'ai confirmé, voilà, ça me crée automatiquement tout ça. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, parce que vous avez compris le principe, mais voilà comment ça fonctionne. Euh, alors, je propose de revenir rapidement sur pour finaliser cet échange, cette présentation, et de laisser un peu de place justement à un échange questions-réponses si vous en avez, et donc d'aller directement sur la fin de cette présentation. Euh, pour vous dire principalement en 2 mots, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Je vais essayer d'afficher les commentaires, conversation, voilà. Ah, alors, oui, je vois qu'il y a quelques questions. Pardon. Euh, peut-on ouvrir aux clients? Peut-on ouvrir aux clients? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous avez vos dossiers et le dossier du client, vous le déclarez en drive collaboratif, vous invitez le client et le client, donc, du coup, confirme en se créant un mot de passe, voire un accès sécurisé par 2FA, et il accède au simple partage collaboratif que vous avez ouvert avec lui. Il n'a pas toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées, mais il a déjà la possibilité de téléverser les fichiers que vous attendez de lui, de consulter ceux que vous lui avez passés et d'avoir accès à l'arborescence que vous lui avez proposée. Voilà, c'était une question de Hugues qui pose une autre question très intéressante. Pourquoi caviarder? Justement, je voulais vous montrer en quoi consiste le caviardage des fichiers. Pardon, ça se trouve là. Je vous montre rapidement. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, parce que des fois, le mot caviarder. Vous voyez, je vous mets ici, par exemple, une attestation EDF à moi. À gauche, le document d'origine que j'ai obtenu d'EDF. À droite, le document une fois caviardé. Caviardé, ça veut dire on a détruit en base de données un certain nombre de données qui sont présentes dans le document. Vous voyez qu'il n'y en a pas loin d'une douzaine, donc ça prend quand même un petit peu de temps de caviarder. Quand vous souhaitez caviarder, là, j'ai toutes ces zones-là avec mon adresse, mon nom. Chez EDF, on a ce qu'on appelle le PDL, le point de livraison, qui permet d'identifier de manière certaine le propriétaire ou le locataire, l'étage de son bien. Enfin bon, donc tout ça, ça doit être fait avant d'être envoyé à une IA externe. Donc la réponse pour Hugues, c'est qu'en fait, nous, on l'a caviardé. Ça n'a aucun intérêt en dehors de cette masterclass. Nous, les documents qu'on utilise, enfin que nos clients utilisent dans leur quotidien, ils sont évidemment pas caviardés puisque l'ensemble de leur data room est protégé, elle est sécurisée, elle est chiffrée et l'IA tourne dessus en mode, disons, propriétarisé. Donc, l'utilité ici, c'était pour que je puisse utiliser la visionneuse, vous montrer des fichiers qui sont des vrais fichiers et donc qui ont été préparés en vue de cette formation ou des démos qu'on effectue pour nos clients. Donc là, en l'occurrence, lorsque les données, les fichiers sont chez Trizy, il n'y a pas de fuitage des informations vers l'extérieur. On est dans un environnement cloisonné. Voilà, donc que signifie la jauge capacité IA? Ben, Raphaël a répondu à un certain nombre de vos questions. Est-ce que vous souhaitez, pendant 1 ou 2 minutes, que je vous montre comment on caviarde des fichiers et comment on réutilise les prompts vers d'autres IA? Parce que j'ai fait l'exercice de faire des copier-coller de mes prompts dans notre outil avec Gemini, Google, en ayant caviardé les fichiers. Et donc, si ça vous intéresse, très bien, bah, à ce moment-là, je vous montre la suite de comment ça marche. Alors, l'action, c'est que vous allez faire ça depuis Acrobat PDF. Donc, vous avez votre fichier, vous double-cliquez pour l'ouvrir, et quand vous l'ouvrez, vous êtes donc dans votre PDF.
Et vous avez en haut, tout en haut, toute une série de boutons de fonctions. D'accord? Donc, il y a un petit bouton qui se trouve sur la droite qui est bleu, là, dans le haut de l'image, tout en haut à droite, qui est le bouton de remplissage dans la barre d'outils. À ce moment-là, il vous affiche sur la gauche, c'est là où j'ai mis la deuxième petite flèche, une série de boutons qui permettent de rajouter des signatures, de faire différentes choses. Il faut que vous sélectionniez précisément le petit bouton noir que je vous ai montré et pas le rajout d'une barre rectangulaire noire. Ce n'est pas du tout la même chose. Et une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, généralement PDF, Acrobat vous affiche un petit message en vous disant attention, le caviardage est définitif, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, si vous avez des originaux, prévoyez d'en faire des copies, c'est-à-dire de faire un, un répertoire dans lequel vous avez vos fichiers caviardés, de sorte que vous puissiez poser des questions à une IA externe, outside, et sans risque d'exfiltration de données, mais ensuite vous pouvez utiliser le résultat et vous avez toujours vos fichiers évidemment intègres, hein, parce que sinon il faut refaire deux fois le boulot. Vous voyez, donc en fait, vous sélectionnez ce petit rectangle-là et après, vous faites glisser et ouvrir comme pour créer un rectangle sur les zones que vous souhaitez masquer. Alors par exemple, quand vous avez Monsieur Bouvier Jean, vous pouvez conserver Monsieur Bou et vous retirez le reste. Mais ça pourrait être Bouteiller, ça pourrait être Boulawan. Donc en fait, c'est vraiment anonyme. Dès lors que vous ne conservez pas l'adresse complète, parce que si vous conservez l'adresse complète, on sait rétropédaler et réidentifier la personne si elle habite un pavillon individuel. Évidemment, c'est le seul propriétaire qui habite là. Donc on sait maintenant dire qu'au jeu des 7 erreurs, qu'il s'agissait de Hugues. Donc ça, c'est une bonne chose. Et vous voyez dans mon document là, il y a plein d'endroits où il y a des informations à dégager, parce que EDF rappelle à tel endroit qu'il s'agit de Monsieur Bou ou quelque chose, rappelle le numéro de PDL, donc le point de livraison, le numéro de contrat, enfin bref, il y a beaucoup d'informations à retirer. D'accord? Quand il s'agit d'avis d'imposition, vous avez des numéros uniques d'identifiants évidemment fiscaux. Le numéro de l'avis également permet de réidentifier quelqu'un, pour peu que je travaille aux impôts. Donc, il faut être vachement prudent là-dessus pour ne pas se retrouver avec l'avis d'imposition de Bernard Arnault disponible sur le dark web. La fonction donc à conserver, c'est le caviardage, d'accord, que je vous ai montré. En revanche, ici, je mets en illustration en bas, quand j'ai rajouté un rectangle noir. La machine, elle va lire tout ce qui se trouve derrière le noir. Et donc, c'est absolument pas une protection, ça sert strictement à rien, en fait. C'est pas du tout du caviardage. D'accord? Donc, voilà comment vous pouvez caviarder vos fichiers. Il va sans dire que vous ne pouvez pas caviarder des fichiers, en dehors des PDF. D'accord? Donc, l'occultation d'informations nécessite que vous ayez converti vos fichiers en PDF préalablement. Voilà, j'espère que la réponse convient. Et puis, je voulais vous montrer rapidement. Donc, j'ai réutilisé mes prompts que j'ai montrés dans Prezi. Je les ai réutilisés dans Gemini, qui a fait des progrès là, en version publique, mais également en version pro, a fait un saut considérable par rapport à ChatGPT ou à Perplexity. On n'est pas sur le registre de Claude, hein, on est sur des sujets différents, mais vraiment très très performant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé les prompts. Vous voyez, la zone grise qui se trouve à droite, c'est un copier-coller du même prompt. Et avec le petit plus, j'ai chargé les fichiers anonymisés. C'est pour ça que j'ai utilisé les fichiers anonymisés dans ma démo aussi. C'est pour, disons, jouer les comparables, être fair play et vraiment montrer et rendre comparables des choses comparables. Et j'ai obtenu des résultats qui étaient très pertinents et très proches de ceux que j'ai obtenus dans Trizy. Je vous montre un deuxième exemple avec des fichiers non anonymisés. Par exemple, vérifie qui sont les fondateurs de la société X. Bon, là, en l'occurrence, c'était vérifie qui sont les fondateurs de la société Pognon et Fils. Il se trouve que le document est disponible sur Papers, donc c'est une information publique. J'ai uploadé les statuts de la société Pognon et ça m'a donné le même résultat, vous voyez, avec les mêmes informations, pourcentage de détention, etc. Après, sur des fichiers non anonymisés, par exemple, pour préparer un rendez-vous avec un prospect, on peut récupérer pas mal d'informations. Je lui ai dit, voilà, je prépare un rendez-vous avec un prospect, Jean Bouvier, dis-moi qui il est, ce qu'il a fait, d'où il vient, etc. Et donc, il a été me chercher plein d'informations sur l'empreinte numérique de la personne en question. Et donc, ça donne quelque chose de différent puisqu'il va explorer le web là où Trizy était en train d'explorer uniquement les contenus de votre data room.
D'accord? Donc, il faut peut-être compléter à ce moment-là avec le même prompt, et là, vous avez vraiment une vision holistique de votre prospect ou de votre client avant un rendez-vous. Alors, est-ce que Trizy propose des prompts types? Oui, c'est un travail qu'on a entrepris d'abord parce que donc il y a l'effet d'apprentissage, donc on mémorise les prompts dans une base d'historique, en tout cas ceux qui ont fonctionné. Et on est en train de préparer une librairie, parce que c'est ce que demandent nos clients, une librairie de prompts. C'est-à-dire que du coup, vous allez pouvoir configurer les prompts. Vous dites, bah voilà, moi j'ai une quinzaine d'outils que j'aime utiliser en permanence, et en presse-bouton, j'appuie sur par exemple, sur les statuts de la société ou autres, enfin, parmi tous ceux que je vous ai montrés. Et vous pouvez donc, à partir de là, faire une réutilisation de ces, en quelque sorte, de ces boutons préformatés. Ceci étant dit, lorsque vous avez commencé à prompter, vous avez vu que j'avais au milieu un historique. Je suis allé chercher par moment dans mon historique certains prompts et je vous les ai affichés. Là, vous pouvez tout à fait les réutiliser pour les réappliquer à un autre client, en changeant le nom du client ou en sélectionnant ce prompt et en allant choisir le répertoire du client pour lequel vous voulez rejouer la même requête. D'accord? J'ai oublié d'en parler également, mais nous avons donc des boutons d'action qui permettent de copier-coller le résultat de l'IA depuis la page de résultat de notre IA, et vous pouvez le coller à partir de là dans un fichier Word, dans un formulaire, dans votre CRM, de sorte de conserver l'information correspondante lorsqu'elle est pertinente. Vous pouvez lui demander, par exemple, d'établir un tableau de synthèse, par exemple, sur le taux de rendement, le TRI d'investissement du client. Il vous fabrique le tableau de synthèse et vous pouvez soit le copier et le coller dans un autre outil, ou même cliquer sur un bouton pour exporter le résultat sous forme de CSV. Et donc, vous pouvez le réinjecter dans de l'Excel pour pouvoir poursuivre vos travaux, votre analytique. Voilà, donc je vous ai montré vous voyez, quelques résultats dans Gemini de ces résultats, de ces prompts. Après, quand on a des fichiers confidentiels, par exemple, une vue d'ensemble sur les investissements du client, par exemple sur les SCPI, là, il est clair qu'il s'agissait de SCPI que moi je détiens. C'est mon choix d'avoir divulgué certaines informations confidentielles, mais il n'est pas question d'envoyer ces fichiers-là sur Gemini. Donc, je me suis livré au caviardage de tous ces fichiers, ce qui m'a pris beaucoup de temps pour obtenir un résultat comparable, mais qui du coup, est impossible à faire sur l'ensemble des documents et l'ensemble des clients dont je souhaite tirer l'analyse. Voilà globalement, j'ai dépassé l'horaire. La présentation en un peu plus d'1h30 de cette masterclass. Je vous remercie en tout cas de votre participation. Je suis prêt à répondre aux toutes dernières questions que vous pourriez avoir, et toute équipe sera ravie de poursuivre en messagerie privée avec vous. Si vous avez des compléments, si vous souhaitez rejouer le replay de cette mastercard, de cette masterclass, lapsus révélateur, n'hésitez pas, elle vous sera fournie. Et donc, on est à disposition. Oui, c'est ça, Anne. C'est-à-dire que vous avez votre propre data room cloisonné, chiffré, tous vos fichiers, vous partagez de manière cloisonnée, et l'IA qui travaille dessus, elle aussi est cloisonnée. Et de plus, les prompts que vous faites et qui sont historisés et les feedbacks que vous donnez ne sont pas partagés avec vos confrères. C'est-à-dire que même si d'ailleurs vous êtes plusieurs dans votre cabinet, les résultats du prompt ne sont pas partagés avec le collègue d'à côté pour vraiment cloisonner. Lorsqu'on a, par exemple, des clients VIP euh, politiquement exposés, etc., ben, certains associés ne partagent pas d'informations avec les autres associés du cabinet ou du family office. Et donc, ça permet vraiment d'être certain qu'on reste sur quelque chose d'hyper fermé. Sachez également qu'on a un guide de l'IA. Alors évidemment, il capitalise sur notre outil, mais on présente quand même comment paramétrer ses prompts, etc., de manière plus détaillée, parce que là, j'ai été vite. Donc pour ceux d'entre vous que ça intéresserait, ben, n'hésitez pas à nous solliciter, et on vous fera parvenir ça avec plaisir. Il me reste à vous remercier pour votre participation et votre écoute. Et puis, je vous dis ben, bonne exploration de l'IA en toute confidentialité, en toute sécurité. Et à très bientôt. Merci à tous.